Alors, commerce international, géopolitique, le décor est planté pour donner la parole comme régulièrement à notre chroniqueur valdoisien Gérard Vespierre, conférencier en géopolitique, auteur de Décryptons le monde. Gérard Vespierre, que je crois, Michel Anker, vous connaissez très bien. Oui, mais ça fait des années que je connais ce monsieur, qui est un excellent essayiste et qui a toujours d'excellentes idées à proposer, comme vous allez d'ailleurs lui demander de parler. Absolument. Donc, tenant compte de nos sujets du jour, Gérard nous propose ce matin de parcourir les zones de crise du monde en envisageant les conséquences sur l'économie mondiale. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline et à vos invités et aussi bien sûr à nos auditeurs. Bien sûr. Alors Gérard, vous nous proposez ce matin de regarder le ciel, non pas au-dessus de la France, mais au-dessus de toute la planète, un ciel rempli de nuages géopolitiques et qui pourrait bien projeter leur ombre sur l'économie mondiale. Comment croyez-vous donc la situation dans l'économie, dans ce que vous appelez, les arcs de crise du monde? Alors, je discerne effectivement, Jacqueline, sur notre belle planète bleue, 4 arcs de crise. Premièrement, l'arc de la mer de Chine, de la Corée aux Philippines, celui de la frontière européenne-russe, troisièmement, l'arc moyen-oriental, de Kaboul à Beyrouth et l'arc de la bande sahélienne. Or, nous avons en ce début d'année 2024 3 de ces 4 arcs en ébullition avec de potentiels effets économiques mondiaux. Nous faisons face à une véritable guerre sur l'arc de la frontière européenne-russe, des tensions de plus en plus fortes en mer de Chine et une potentielle augmentation des risques au Moyen-Orient. Oui, alors vous avez commencé par l'arc le plus proche de nous, celui de la frontière russe, avec bien sûr cet effroyable conflit avec l'Ukraine. En ce début de 3e année de guerre, comment voyez-vous la situation évoluer et quel pourrait en être l'impact sur l'économie mondiale? Alors, avant de lancer l'invasion du 24 février 2022, les soldats russes sans uniforme étaient déjà présents dans le Donbass ukrainien et la Crimée avait été annexée, souvenons-nous, en mars 2014. Donc depuis 2 ans, les gains territoriaux réels russes sont seulement de l'ordre de 10% du territoire ukrainien. Je dis bien les gains. Et le front ne progresse ni d'un côté ni de l'autre. Les armes n'ont donc pas encore rendu leur verdict. Si la Russie veut imposer ses choix, elle doit continuer à gagner du terrain, voyez-vous. Donc, reprendre l'offensive. De l'autre côté, l'Ukraine veut essayer de regagner une partie du territoire perdu. Donc, une poursuite et une intensification des combats sont probables. Les frappes ukrainiennes en Russie, sur les installations pétrolières russes, participent à l'augmentation de la tension sur le marché pétrolier, le prix du baril, donc le prix à la pompe, etc. Une telle impulsion pétrolière est mauvaise pour la consommation des ménages en Europe et ces bruits de bottes à la frontière européenne poussent les consommateurs à l'épargne. Nuage géopolitique, nuage économique. Évidemment. Alors effectivement, dans cet arc de crise sur la frontière russe, les pronostics ne sont pas très positifs. Un peu plus à l'est, qu'en est-il de l'influence des tensions en mer de Chine? Alors tout d'abord, Jacqueline, qu'en est-il de l'économie chinoise, 2e économie mondiale? Nous avons déjà eu l'occasion de l'aborder. La Chine est entrée dans une phase de ralentissement de sa croissance depuis 2010. D'un niveau de 10% de croissance annuelle, ce pays, sans vouloir le reconnaître officiellement, est passé sous les 5% l'an dernier et sera entre 4 et 4,5% cette année. La population chinoise, elle aussi, a commencé à décroître, ce qui signifie une diminution du nombre de consommateurs chinois. Le chômage des jeunes en Chine n'a jamais été aussi élevé. Tout cela se traduit par un affaiblissement du marché immobilier, des faillites en cours et les conséquences sur le marché financier et bancaire.
Devant cette situation intérieure qui continuera de se compliquer cette année, la Chine poursuivra l'augmentation de sa pression militaire concernant ses revendications maritimes vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de Taïwan et des Philippines. Problème à l'intérieur, fuite vers l'extérieur. Vieille recette politique. Les économies occidentales vont donc être confrontées à une baisse de leurs exportations en Chine, ce que les entreprises françaises du luxe vivent, ainsi que les entreprises industrielles allemandes. D'un point de vue géopolitique, les risques de heurts en mer de Chine entre navires chinois et philippins, par exemple, ne vont pas rassurer les consommateurs occidentaux. À nouveau, nuages économiques et géopolitiques venant de la mer de Chine. Gérard, auriez-vous une analyse plus rassurante en ce qui concerne la troisième zone de crise, celle du Moyen-Orient ? Eh bien, le conflit du Moyen-Orient se déroule, voyez-vous, hélas, par échelons. Aux combats initiaux entre le Hamas et Israël sont venus s'ajouter en deuxième échelon les actions militaires nombreuses des rebelles Houthis yéménites contre les navires circulant en mer de Chine et dans le golfe d'Aden. Donc, hausse des prix du fret dans cette région stratégique et fébrilité sur le marché pétrolier. Maintenant, nous avons un troisième échelon qui se profile avec l'élimination de généraux iraniens en Syrie, probablement, plus que probablement, par l'armée israélienne. Quelles vont être les conséquences ces jours-ci? Le prix du baril est repassé déjà au-dessus des $90, niveau qu'il n'avait plus connu depuis octobre 2023. Donc, nous avons à nouveau des nuages géopolitiques qui pourront diminuer avec la signature d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mais difficile à obtenir, et une fébrilité à nouveau sur le pétrole. Bref, une synthèse s'impose après ce parcours au milieu de ces trois crises qui agitent notre planète. Alors, en prévoyant des nuages et leur accumulation en 2024, il devient difficile d'en tirer un pronostic optimiste. En géoéconomie mondiale, il est difficile de chanter sous la pluie, si je puis dire. Je déciderais donc volontiers une année avec un prix du baril autour de $90. Donc, des prix pétroliers resteront élevés et des baisses d'exportation vers la Chine. En regardant vers l'ouest, l'activité économique américaine se maintient à bon niveau entre 1,5 et 2% de croissance. Et le chômage est au plus bas aux États-Unis. L'inflation restera donc stable autour de 3%. Hélas, trop élevé pour amorcer une baisse des taux d'intérêt. Si la Banque centrale américaine ne baisse pas ses taux, la Banque centrale européenne ne baissera pas les siens en premier. Donc, pas d'amélioration du marché immobilier et de son environnement en Europe. Donc, globalement, une année française et européenne moins facile que l'on pourrait ou que l'on pouvait espérer. Pour les entreprises françaises qui le peuvent, l'export vers l'Europe et les États-Unis doivent être des priorités en termes de développement géographique. Merci Gérard pour ce panorama géoéconomique. Je vous ai connu plus optimiste, mais il serait surprenant dans votre domaine de le rester toujours, surtout avec les 4 arcs de crise du monde que vous avez identifiés.